Bonjour, chers étudiants. Nous allons entamer la deuxième partie du chapitre 3 qui parle toujours des structures conditionnelles. Donc, nous avons déjà vu la boucle for qui permet de répéter une instruction plusieurs fois. Comme ce qu'on avait fait, on peut afficher bonjour plusieurs fois ou bien répéter somme égale somme plus i tant que i est inférieur ou égal à 0, ainsi de suite. Donc, avant d'entamer la boucle while, on va faire un dernier exemple qui concerne la boucle for. Ça, c'est un exemple. J'ai déclaré une variable var qui commence par 0. Donc, cette déclaration peut se faire aussi à l'intérieur de for. Vous avez la possibilité de déclarer la variable donc à l'intérieur de for. Donc, var iter égale à 0. Donc, iter, tant que iter est inférieur à 5, donc on affiche iter numéro 0, par exemple, et iter devient 1. Est-ce que 1 est inférieur à 5? Oui. On affiche iter numéro 1 et i devient 2. I plus plus, i devient 2. Est-ce que 2 est inférieur à 5? Oui. On affiche iter numéro 2 et iter devient 3 grâce à iter plus plus. Est-ce que 3 est inférieur à 5? Oui. On affiche itération numéro 3 et iter devient 4. Est-ce que 4 est inférieur ou égal est inférieur à 5? Oui. Donc on affiche iter numéro 4, iter devient 5. Est-ce que 5 est inférieur à 5? Non. Donc on arrête, on n'affiche plus rien. Donc je recommence. Donc j'ai déclaré une variable iter qui commence par 0. D'accord? Donc on va tester la condition. Est-ce que 0, donc, puisque iter est égal à 0, donc on va tester la valeur 0. Est-ce que 0 est inférieur à 5? Oui. Donc on affiche itération numéro 0 et iter devient 1 grâce à iter plus plus, excusez-moi. Donc, puisque iter maintenant est égal à 1, est-ce que 1 est inférieur ou est inférieur à 5? Oui. Donc iter, on affiche itération numéro 1 et iter plus plus, iter devient 2. Est-ce que 2 est inférieur ou égal est inférieur à 5? Oui. Donc on affiche itération numéro 2 et iter devient 3. Est-ce que 3 est inférieur à 5? Oui. On affiche itération numéro 3 et iter devient 4. Est-ce que 4 est inférieur à 5? Oui. On affiche itération numéro 4 et iter devient 5. Est-ce que 5 est inférieur à 5? Non. Donc on arrête. Donc c'est comme ça. On va afficher donc 5 boîtes de dialogue. Donc tant que iter est inférieur à 5, on crée une boîte de dialogue pour afficher le numéro d'itération. Donc on va exécuter. On va exécuter pour voir. ISO 3. Voilà. Voilà. Itération numéro 0. Donc regardez ici. Iter est égal à 0. Donc est-ce que 0 est inférieur à 5? Oui. Donc on affiche une boîte d'alerte qui écrit itération numéro 0. Donc c'est ça. Itération numéro 0. Et iter, cette valeur-là va changer, devient 1. Est-ce que 1 est inférieur à 5? Oui. Donc on affiche itération numéro 1. Voilà, itération numéro 1 et iter devient 2. Est-ce que 2 est inférieur à 5? Oui. Donc on affiche itération numéro 2. Itération numéro 2. Voilà. Et maintenant, iter devient 3. Est-ce que 3 est inférieur à 5? Oui. On affiche itération numéro 3. On affiche itération numéro 3. Voilà. Et iter devient 4. Est-ce que 4 est inférieur à 5? Oui. Donc on affiche itération numéro 4. Itération numéro 4. Est-ce que iter devient 5? Est-ce que 5 est inférieur à 5? Non. Donc on n'affiche plus rien. Voilà, c'est terminé. Donc c'est comme ça que ça se passe avec la boucle for. Donc tant que cette condition-là est vraie, donc on exécute le bloc d'instruction et on incrémente donc la valeur de iter. Donc iter doit avoir une valeur initiale et ça c'est son incrémentation. On ajoute 1 toujours à iter. Hein. Iter plus plus veut dire à chaque fois qu'on exécute le bloc d'instruction, on fait maintenant le iter plus plus.
Maintenant, pour la boucle qui suit, donc c'est la boucle while. While qui signifie tant que. Par exemple, là j'ai somme qui est égale à 0 et i qui est égal à 1. Maintenant, on va tester. Tant que i est inférieur ou égal à 10, on exécute le bloc d'instruction. Donc je vais donner un exemple. Regardez, par exemple ici, je crée une variable n qui est égale à 0 et x est égal à 0. Donc x est égal à 0, n est égal à 0. Maintenant, est-ce que n est inférieur à 3? N est égal à 0, donc c'est bel et bien inférieur à 3. Donc on met quoi? N plus plus. Donc on ajoute 1 à n et x plus égale n, c'est-à-dire x égale x plus n tout simplement. Donc après la première itération, n est égal à 1. Après avoir, par exemple, si on remplace 0 ici, donc n plus n devient 1 parce qu'on ajoute 1. Donc n devient 1 et x égale x plus n, x égale 0, sa valeur initiale, plus 1, la valeur de n. Donc c'est ça le premier résultat. Maintenant, puisque n est égal à 1, maintenant on va tester. Est-ce que 1 est inférieur à 3? Oui. D'accord? Donc n plus plus. Donc n devient 2. D'accord? Et x devient 2 plus 1. X devient 3. Et on incrémente encore. Est-ce que 2 est inférieur à 3? Oui. Donc n plus plus n devient 3 et x devient 6. Donc on ajoute toujours 1. Donc pour vous aider à mieux comprendre, je vais faire ça. Pour vous aider à mieux comprendre. Voilà. Donc au début, n est égal à 0 et x est égal à 0. Maintenant, tant que cette condition-là est vérifiée, n est égal à 0, est-ce que 0 est inférieur à 3? Oui, c'est vrai. Donc, n plus plus, donc on ajoute 1 à n. Donc, n égale 0 plus 1. Donc, on ajoute 1 à la valeur de n. Donc, n plus plus, n égale n plus 1. Et x égale x plus n, c'est-à-dire 0 plus 1, qui signifie, voilà. Donc, après la première condition, n égale à 0, n égale 1 et x égale 1. Maintenant, on va retester la condition. Est-ce que n, c'est-à-dire 1, est inférieur à 3? Est-ce que 1 est inférieur à 3? Oui, c'est vrai. N plus plus, donc n égale n plus 1. N devient 2 et x reçoit x plus n, c'est-à-dire 1 plus 2. X devient 3. Maintenant, on va tester encore. Est-ce que n est inférieur à 3? C'est-à-dire n est égal à 2. Est-ce que 2 est inférieur à 3? Oui. N plus plus, donc n reçoit n plus 1. N va égal 2 plus 1. Maintenant, n devient 3. Et x devient x plus n, c'est-à-dire 3 plus le 3 là, qui donne 6. Donc c'est pourquoi ici, vous avez, après la première itération, n égale 1, x égale 1. Deuxième itération, n égale 2, x égale 3. Et troisième itération, n égale 3 et x est égal à 6. Voilà, donc vous connaissez maintenant la boucle for et la boucle while. Il y a un autre qui s'appelle do while. Do veut dire fais ceci tant que cette condition est vraie. Donc là, dans while, on dit tant que c'est vrai, fais ceci. Maintenant là, on met do, c'est-à-dire fais-moi le bloc d'instruction, exécute le bloc d'instruction tant que l'instruction est vraie. Donc tant que c'est vrai. Ici, tant que c'est vrai, fais ceci. Ici, fais ceci tant que c'est vrai. Donc while i est inférieur à 10, tant que i est inférieur à 10, fais-moi ça. Alors ici, on dit fais-moi ça tant que c'est inférieur à 10. Donc la différence entre ces deux, c'est que là, on teste d'abord la condition avant de faire quoi que ce soit. Alors que do while, on va au moins faire une première fois avant de tester. Donc là, on teste avant de faire quoi que ce soit. Alors qu'ici, on va au moins exécuter une fois avant de continuer le test. Donc, on va voir un exemple. Donc, var i
est égal à 0. Donc je crée une variable i. Donc, attendez, je fasse tout ça. J'efface tout ça. Voilà, comme ça, je vais vous montrer. Donc, d'où écrit i plus espace. Donc, il va mettre 0 et ajouter espace. Et il devient 1. Il va écrire 1 plus espace. Il devient 2. 2 plus espace. Il devient 3. Il affiche 3 plus espace. Il devient 4. Donc, i plus change, ajoute 1 à la place de i, quoi. Donc, il devient 4. Il affiche 4 plus espace. Il devient 5. Il va continuer tant que i est inférieur à 10. Donc, maintenant, si i égale à 10, il va s'arrêter parce qu'il n'est plus inférieur à 10. Donc, je recommence. J'ai déclaré une variable i qui est égale à 0. Il va venir pour mettre 0 plus i. Et i devient 1 grâce à i++. Donc, il affiche i 1 plus espace. Il affiche, il incrémente, i devient 2. 2 plus espace. I devient 3. 3 plus espace. I devient 4. Il affiche 4 espace. I devient 5. 5 plus espace. I devient 6. 6 plus espace. I devient 7. 7 plus espace. I devient 8. Il affiche i plus. Donc, tant que cette condition est vraie, il va continuer à incrémenter i. Donc, i égale 9. 9 plus espace. I égale à 10. Ah, cette condition-là, maintenant, n'est plus vraie. La condition, donc non, il s'arrête. Donc, à la sortie, vous aurez 0, espace 1, espace 2, espace 3, espace 4, espace 5, espace 6, espace 7, espace 8, espace et 9. Donc, puisque quand c'est égal à 10, cette condition n'est pas vraie, il ne va pas afficher 10. Donc, ça, c'est espace 1, espace. C'est pourquoi il affiche 0, après espace 1, espace, ainsi de suite. Donc, pour vous aider à mieux comprendre, donc on va voir l'exemple. Voilà, c'est ça. Il affiche 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, voilà, avec, on va voir ici. Ok. Donc, i au début, i égale à 0. D'accord? Donc, il affiche, il va venir exécuter ça. I et espace. Donc, il va afficher 0 et laisser de l'espace. I devient 1. I maintenant n'est plus égal à 0, mais égal à 1. Il vient afficher 1 espace. Donc, 1 espace. On teste. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. D'accord? Donc, on vient refaire ça. Donc, puisque i est devenu 2 parce que après on incrémente. Donc, il va afficher 2 espaces. D'accord? Est-ce que maintenant 2 est inférieur à 10? Pareil, c'est vrai. On incrémente i3 et on affiche 3 espaces. D'accord? Est-ce que, voilà, donc, est-ce que 3 est inférieur à 10? C'est toujours vrai. Donc, on incrémente. Et il devient 4 espaces. Il va continuer jusqu'à ce que i soit égal à 9. Donc, est-ce que 9 est inférieur à 10? Oui, il affiche 9 espaces. Et i devient 10. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. Donc, il va afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, je vais changer pour mettre bonjour 3 fois. Donc, i est égal à 0. Document.write. Document.write. Je vais mettre bonjour. Bonjour. Voilà, je vais mettre bonjour. Donc, 3 fois, ça suffit, ou bien 4 fois. Je vais mettre espace. Voilà.
Donc, i est égal à 0. Il va mettre bonjour. Donc, une fois. D'accord? I est égal à 0. On met bonjour une fois et i devient 1. Est-ce que 1 est inférieur à 4? Oui. On met bonjour deux fois, i devient 2. Est-ce que 2 est inférieur à 4? Oui. On écrit bonjour, il devient 3. Est-ce que 3 est inférieur à 4? Oui. On écrit bonjour, il devient 4. Est-ce que 4, il devient 4? Oui. Est-ce que 4 est inférieur à 4? Non. Donc on arrête. Il va afficher bonjour 4 fois. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. Maintenant, si je vais mettre 10 ici, il va afficher bonjour 10 fois. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, voilà la condition while, do while. Do veut dire fais-moi ceci. Tout le bout d'instruction, tant que cette condition est vraie, on va faire ceci. Alors, on va maintenant voir les fonctions en JavaScript. Nous les avons déjà vues tout à l'heure. Les fonctions, dans les cours précédents, on a eu à créer une fonction et à l'appeler lors d'un clic d'un bouton. Donc, les fonctions. Une fonction est un bloc de code conçu pour exécuter une tâche particulière. Donc, elle est exécutée lorsqu'elle est appelée. Donc, quand vous créez une fonction sans l'appeler, cette fonction ne sera pas exécutée. Donc, une fonction, pour qu'elle s'exécute, il faut qu'on l'appelle quelque part. Donc, elle est exécutée lorsqu'elle est appelée depuis le code source ou suite à un événement clic, comme on a fait à un survol de souris, etc. En JavaScript, comme en langage C, je vous avais dit que c'est un langage de programmation. En JavaScript, comme en C, une fonction peut prendre 0 ou plusieurs paramètres. Donc, les paramètres, c'est ce que vous allez voir à l'intérieur des parenthèses. Donc, on les appelle des paramètres ou des arguments. Donc, ici, on parle d'arguments. Paramètres ou arguments. Donc, elle peut renvoyer à la sortie une valeur ou bien ne rien renvoyer. Par exemple, pour déclarer une fonction, on utilise function. Donc, ce mot-là, function, suivi du nom de la fonction. Exemple, vous mettez function, le nom de la fonction, et là, on va mettre les paramètres séparés par des virgules, les paramètres ou les arguments. Et le code à exécuter va se trouver à l'intérieur, donc des accolades. Donc, pour créer une fonction, voici la syntaxe. Vous mettez function, espace, vous mettez le nom de votre fonction, et entre parenthèses, vous mettez les paramètres séparés par des virgules, ou bien les arguments. Là, on a paramètre 1, virgule, paramètre 2, paramètre 3. Et le code de la fonction va se trouver à l'intérieur maintenant des accolades. Exemple, là, on a une fonction salut. Donc, sans paramètres, là, il n'y a rien. Donc, que va faire la fonction? Il va afficher une boîte d'alerte. Bonjour tout le monde. Voilà, donc sans argument, c'est-à-dire il n'y a rien ici, et sans valeur de retour. Donc, cette fonction ne retourne rien à la fin. Donc, il ne fait qu'afficher une boîte. Bonjour tout le monde. Ok. Maintenant, deuxième fonction, une autre fonction salut, mais avec un argument. Va X, alerte, bonjour X. Donc, c'est une fonction qui a un paramètre. Donc, c'est-à-dire, il attend une valeur. Donc, alerte, bonjour, plus donc la valeur. Donc, quand vous appelez la fonction, il faut lui donner aussi la valeur. Avec argument, donc, et sans valeur de retour. Donc, là, on a mis des arguments. Donc, quand vous voyez quelque chose entre parenthèses, sachez tout simplement que c'est des arguments. Donc, des arguments. Donc, une autre fonction, fonction calcul. Donc là, il n'y a pas d'argument. Donc, on déclare une variable var x égale 10, y égale 5 et s égale x plus. Ça, c'est une fonction qui fait la somme. Maintenant, elle retourne à la fin. Donc, quand on voit return, donc c'est une fonction qui retourne quelque chose. Donc, il n'y a pas d'argument, mais il y a une valeur de retour. Donc, return, qu'est-ce qu'il va retourner? Ce texte-là, et le s va être 10 plus 5. Donc, il va retourner, cette fonction va retourner, la somme est 15. Donc, il va retourner comme ça, la somme est 15. Maintenant, une autre fonction, c'est une fonction qui
qui a deux paramètres, deux arguments, et qui retourne aussi quelque chose. Donc, avec argument et valeur de retour. Donc, voilà la fonction avec les arguments et retourne quelque chose. Donc, il attend deux valeurs x et y. Donc, vous aurez x et y, il va faire la somme de x plus y et affecter le résultat à la variable somme. Et enfin, il retourne s, c'est-à-dire la somme à la fin. Donc, voilà une fonction avec des arguments et valeur de retour. Là, c'est une fonction sans argument, mais qui retourne une valeur. Là, nous avons une fonction sans argument, sans valeur de retour. Là, on a une fonction avec argument, mais sans valeur de retour. Voilà, donc peut-être on va faire un petit exemple. Je pense qu'on avait déjà des exemples. On avait des exemples. Bon, il y a beaucoup de... Bon, ce qu'on va faire... attendez, on va reprendre le même exo que la fois passée. Donc, on va essayer de faire cet exemple-là. Donc, function, nom de la fonction qui n'a pas de paramètres et qui avait juste une boîte de dialogue. Bonjour le monde. Donc, voilà. Bonjour le monde. Donc, là, on a une fonction. D'accord? Donc, fonction, nom de la fonction. Et que fait la fonction? La fonction n'a pas d'argument. Donc, ici, à l'intérieur des parenthèses, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas d'argument. Donc, il affiche juste une boîte d'alerte qui affiche bonjour. Maintenant, cette fonction-là est appelée quand on clique sur le bouton, cliquez ici. Donc, un bouton qui s'appelle cliquer ici. Voilà, bouton, on clique. C'est-à-dire, quand on clique sur le bouton, on appelle la fonction salut. C'est ça. Donc, on va exécuter. On exécute. Voilà, quand vous cliquez sur le bouton et bonjour le monde. Ok, maintenant, l'exemple 2. On va créer une fonction avec argument. Par exemple, une fonction, là on va mettre var x, donc c'est avec argument, et là on ajoute bonjour, voilà. Maintenant, lors de l'appel, il faut lui donner des arguments. Par exemple, chef attesté. Ok, donc pour appeler donc la fonction, on va mettre en paramètre la valeur, puisque cette fonction-là attend une valeur. Par exemple, ça c'est le mot-clé fonction, le nom de la fonction et l'argument. Donc, lors de l'appel de cette fonction, donc, il faut tout simplement lui donner un argument. Donc, si l'argument est une chaîne, donc on va tout simplement mettre la chaîne. Mais il ne faut pas mettre le double guillemets pour ne pas amener une confusion, parce qu'il y a déjà les guillemets qui délimitent l'appel de la fonction. Donc, si vous voulez donner un paramètre, une chaîne de caractères, mieux vaut utiliser les apostrophes, quoi. Donc, je vais mettre donc bonjour, il va afficher bonjour Chérif. Bonjour Chérif. On actualise et voilà, bonjour Chérif. Parce que ça, la fonction attend des arguments. Si vous ne mettez pas d'argument, voilà, donc il a dit undefined, bonjour undefined, parce que vous ne lui avez pas donné une valeur, donc parce qu'il attend un paramètre. Donc si je mets 2, il va mettre bonjour 2. Ça dépend de ce que vous lui avez donné, quoi. Voilà, et ainsi de suite.
Donc c'est ça qu'on appelle les fonctions avec paramètres. Donc une autre fonction, donc ça c'est une fonction sans paramètres, mais avec un type de retour. Avec un type de retour. Donc sans paramètres. Donc on va mettre fonction calcul. Fonction calcul qui retourne, donc on déclare des variables var x virgule x égale 10 virgule y égale à 5, y est égal à 5, virgule, et s qui n'a pas de valeur. Maintenant, on va retourner la somme E, donc plus S. Return, c'est un mot clé. Return la somme E. La somme est et on met plus S. Voilà. Voilà, donc la fonction calcul, donc avec qui sans paramètres, donc on déclare deux variables, var x égale 10, y égale à 5, et s qui reçoit x plus y. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déclarer deux variables et faire la somme de ces deux variables-là et stocker le résultat dans une troisième variable qui s'appelle s. Et on va retourner une boîte de dialogue qui affiche tout simplement la somme est 2 points. Donc la somme est, on affiche le résultat. Donc voilà, pour appeler donc, la fonction, puisque c'est une fonction sans argument, on appelle juste la fonction avec les paramètres vides. D'accord? Donc le mot return permet donc de retourner. Donc quand vous avez une valeur de retour, il faut toujours mettre retour. Donc qu'est-ce qu'elle va retourner? Une boîte d'alerte avec la somme et 15 normalement. Donc on va exécuter, et voilà, donc la somme est 15. Donc l'autre exemple, c'est la fonction avec des arguments et une valeur de retour. Donc on va déclarer donc la même fonction, créer la fonction calcul avec deux paramètres x et y. Donc on va mettre calcul x virgule y. Voilà. Maintenant on va retourner donc s et var s égale x plus y et on retourne s. Même chose, hein? On va exécuter, mais là il faut lui donner deux valeurs parce que c'est une fonction avec argument, donc il attend deux valeurs. Donc je vais mettre 20,3. Donc normalement il va faire 20 va être remplacé par x va être remplacé par 20 et y par 3. Donc s sera égal à 20 plus 3. Donc il va retourner dans une boîte de lettres. La somme est 23. Donc, on exécute, actualiser. Voilà, donc la somme est 23. Donc voilà pour les fonctions. Donc en résumé, on peut avoir quatre types de fonctions. Des fonctions sans argument et sans valeur de retour. Les fonctions avec argument sans valeur de retour. Les fonctions sans argument mais avec valeur de retour. Et les fonctions avec argument et avec valeur de retour. Donc quand vous voyez return, donc vous avez une valeur de retour. Donc si vous ne voyez pas return, il n'y a pas de valeur de retour. Donc s'il y a quelque chose entre les parenthèses, donc sachez tout simplement que c'est des arguments. Donc les fonctions en JavaScript, les fonctions prédéfinies, donc ça c'est des fonctions, par exemple eval. La fonction eval, elle est exécutée
il exécute un code JavaScript à partir d'une chaîne de caractères. Par exemple, nous avons un script fonction évaluation donc qui teste deux zones de saisie. Par exemple, là, nous avons un petit formulaire en HTML, saisir une expression. Donc, input team text, name saisie. D'accord? Donc, vous voyez, donc ça c'est une zone de saisie. Ça c'est la taille, vous avez fait le HTML. Donc, ce qui est important, c'est le name qu'on doit retenir ici. Donc, on a une zone de saisie, un bouton, évaluation et une autre zone de saisie, calcul. Donc, les deux zones de saisie, leur nom, le premier c'est saisie et l'autre c'est calcul. Saisie et calcul. Maintenant, le bouton c'est évaluation. Donc, on va mettre document point formulaire. Donc, ça c'est le formulaire point calcul point value. Donc, on va voir la valeur de calcul. C'est ça, calcul, c'est la deuxième zone de saisie. Donc, point eval, document, point formulaire, point saisie. Donc, on lui donne la valeur du premier zone de saisie. Donc, il y a aussi d'autres types de fonctions. IsFinit détermine si le paramètre est un nombre fini. Donc, ça veut dire, dans la fonction, nous allons tout simplement avoir un paramètre isFinit, donc c'est pour tester. D'accord? Donc, si le paramètre est un nombre fini. Donc, ça renvoie false si ce n'est pas un nombre, ou l'infini positif ou infini négatif. D'accord? Donc, isNone détermine si le paramètre n'est pas un nombre, not un nombre. Donc, si vous avez des paramètres de type string, donc c'est isNone, ce n'est pas un nombre, quoi, isNone. Donc, il y a isFinit, isNone. Donc, parseFloat et parseInt. Donc, ça c'est pour les conversions. Donc, il va analyser une chaîne de caractères et retourne un nombre décimal. Donc, c'est pour convertir une chaîne en. Par exemple, si vous avez la chaîne 50, pour convertir ça en nombre réel, donc vous allez utiliser parseFloat. Donc, si l'argument évalué n'est pas un nombre, donc il va renvoyer none, not a number. Not a number. Donc, à chaque fois que vous avez donc un argument qui n'est pas un nombre, donc ça va retourner not a number s'il s'agit de parseInt, de parseFloat. Maintenant, parseInt, il va analyser une chaîne et retourne un nombre entier. Donc, il y a int et float. Donc, il faut voir la différence entre ces deux-là. Donc, la base peut prendre les valeurs 16 hexadécimales, ainsi de suite. Donc, retenez bien ces fonctions parseFloat et parseInt. Donc, parseFloat analyse une chaîne de caractères et retourne un nombre décimal, alors que parseInt analyse une chaîne de caractères et retourne un nombre entier. Donc là, on retourne un nombre décimal, ici on retourne un nombre entier. Maintenant, les tableaux. Un tableau est une variable. On a déjà vu les tableaux qui sont aussi de type objet. Un tableau est une variable pouvant contenir d'autres variables, des valeurs de même type ou ayant des types distincts. Exemple, pour créer un tableau, vous mettez var, le nom du tableau, et là vous mettez les éléments du tableau, éléments 1, ainsi de suite. Ou bien vous mettez var, le nom du tableau égale new array, et vous mettez les éléments. Donc ça, ces deux lignes-là, c'est la même chose. Par exemple, si je veux créer un tableau qui s'appelle voiture, je vais mettre var voiture. Et ça, c'est les valeurs. D'accord? Saab, Volvo et BMW. Donc, ou bien, je mets car égale new array 2, je mets les mêmes. Donc, on a deux types de déclarations pour les tableaux. Donc, quand vous déclarez les tableaux, je vous avais dit que les tableaux ont des indices. Par exemple, là, c'est un tableau avec 3 éléments. Donc, que va faire la machine? Il va créer quelque chose comme ça. Donc, le nom du tableau, c'est voiture. C'est voiture. Premier élément, c'est Saab, S, A, B. Deuxième élément, c'est Volvo. Et troisième élément, c'est BMW. Voilà. Maintenant, pour les indices, c'est 0. Ça, c'est l'indice du premier élément, 1 et 2. OK. Donc, voilà deux types de déclarations. Donc, une déclaration peut couvrir plusieurs lignes. Vous pouvez
au lieu de mettre ça sur une seule ligne, vous pouvez mettre sur plusieurs lignes. Par exemple, je mets ça virgule après à la ligne, et ainsi de suite. Donc, var voiture, j'ouvre le crochet à la ligne, c'est la même chose. Donc, mais retenez tout simplement que pour déclarer un tableau, on met var le nom du tableau, entre crochets, vous mettez les valeurs, ou bien vous mettez var le nom du tableau égale new array, et entre parenthèses, vous mettez les tableaux. Donc, voilà ces deux types de déclarations. Maintenant, accéder aux éléments du tableau. On accède à un élément du tableau en se référant à son indice. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque tableau, chaque case a son indice. Donc, ça, c'est la première case est indicée par 0, deuxième case indice 1 et troisième case indice 2. Donc, pour retrouver le contenu, on met voiture de 0. Par exemple, si je mets le nom du tableau, voiture, et entre crochets, je mets l'indice. Donc, ça va me retourner donc, la valeur. Donc, voiture de 0 retourne SAP. Voiture de 1 retourne Volvo. Et voiture de 2 retourne BMW. Donc, voilà, exemple. Accéder au premier élément du tableau voiture, on met var nom, par exemple. Ça, c'est une chaîne qui reçoit quoi? Le nom du tableau, entre crochets l'indice. Donc, il va retourner le premier élément du tableau. Donc, pour modifier aussi le premier élément du tableau, vous mettez voiture de 0 égale Opel. Donc là, il va changer SAB et mettre Opel. D'accord? Donc, les types de tableaux. Les tableaux constituent un tableau particulier d'objets. Donc, les tableaux, le type, c'est objet. Donc, c'est les objets. Donc, l'opérateur type of va retourner le type objet pour les tableaux. En effet, un tableau commence toujours par var. D'accord? Var, voiture, comme voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure, SAB, Volvo, BMW. Peut-être réécrit sous forme d'objet. Donc, de la manière suivante. Vous pouvez mettre aussi var, voiture, vous ouvrez donc indice 0, 2.sap, indice 1, 2.volvo, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de faire, de déclarer un tableau, comme on avait vu avec les objets. Donc, vous avez trois formes de déclaration. Soit vous mettez comme ça, soit vous mettez comme ça, car nu égale array, ou bien vous utilisez comme on fait avec les objets. Vous mettez l'indice 2 points, la valeur, virgule, l'indice 2 points, la valeur, virgule, l'indice 2 points, la valeur. Donc pour modifier ça, on met voiture de 0 égale Opel par exemple. Donc pour changer comme ça, voiture de 0 égale Opel, donc il va changer ça et mettre Opel. Donc pour accéder à cette information-là, on va mettre voiture de 2. Donc on met le nom du tableau entre crochets, l'indice. Et enfin, les propriétés et les méthodes. Donc la propriété length, elle donne le nombre d'éléments du tableau. Donc si vous avez un tableau, comme ça, je vais faire un exemple. On va créer un tableau. Voilà, on va créer un tableau. Je vais mettre var. Voilà, je vais mettre var voiture égale, voilà, virgule, ok, voilà. Là, je vais mettre UVS, là, je mets U4 et ici UGB. UGB. Donc là, j'ai un tableau voiture avec 3 éléments. Donc je vais afficher alerte dans une boîte d'alerte. Je vais afficher U4. Donc l'indice de U4 c'est 1. Donc je vais mettre voiture de 1. C'est U4 parce que l'indice du premier élément c'est 0, le second élément c'est 1 et l'autre élément c'est 2. Donc alerte indice de 0. Et voilà, c'est U4. Indice de 1 c'est U4. Donc indice de 2. C'est UGB. Indice de 0.
0, c'est UVS. Maintenant, si je veux changer la valeur U4 et mettre, par exemple, si je mets voiture de 1 reçoit voilà, je veux changer cette valeur. Donc, voiture de 1 égale, je mets autre chose, je mets test. Donc, il va venir ici, mettre test. Donc, on va essayer d'afficher maintenant voiture de 1. Au lieu d'avoir U4, nous allons avoir test maintenant. Parce que j'ai changé. Voilà. Voilà. Donc, nous avons test. Donc, ça, c'est une façon de déclarer. Vous pouvez aussi mettre comme ça. 2 points. 1, 2 points. Et 3, 2 points. Donc, tout ça, c'est la même chose. C'est une autre façon de déclarer. C'est une autre façon de déclarer. Donc, ou bien, si je veux afficher maintenant la taille du tableau. Donc, pour afficher la taille, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc regardez ici, on utilise le nom du tableau point length. Donc, pour afficher, donc on met le nom du tableau point. Voilà. Donc, on affiche la taille du tableau voiture. Donc, le tableau contient 3 éléments, donc sa taille c'est 3. Donc, sa taille c'est 3, voilà. On peut mettre le tableau, non, la taille du tableau, est égale à, voilà. Il va afficher la taille du tableau est égale à 3. La taille du tableau est égale à 3. Si j'ajoute un autre élément, virgule là, je mets ici IVS encore. Maintenant, j'ai 4 éléments. Il va m'afficher la taille du tableau est égale à 4. Donc voilà pour les tailles. Maintenant, parcourir un tableau. Var taille voiture.length for i égale à taille. Donc pour parcourir un tableau, on utilise la taille. Donc, si la taille est égale à 3, on utilise la boucle for. I égale à 0. Tant qu'il est inférieur à la taille du tableau, on affiche le contenu et plus. Donc ça aussi. Donc on avait vu la boucle for. Donc pour parcourir le tableau. Voilà, donc voici un exemple. Donc là, nous avons un tableau voiture, comme ça. Nous avons un tableau voiture. Je vais effacer ça. Un tableau école ou bien université. Bon, je vais mettre université. Voilà. Université. Voilà. Donc suivez. Université, c'est un tableau. Donc qui a 3 éléments. UVS, U4 et UGB. Donc, on va faire la machine. Il va créer un tableau. Université. Comme ça. Voilà le tableau université. Avec 3 éléments. Donc, le premier élément, c'est UVS. Deuxième élément, c'est U4. Le troisième élément, c'est UGB. Les indices, ça c'est l'indice 0, ça c'est l'indice 1 et indice 2. Donc, je commence par I est égal à 0. La boucle for. I égale à 0. Est-ce que 0 est inférieur à la taille du tableau? Donc, université.length donne la taille.
la taille c'est 3, donc on a 3 éléments. Donc est-ce que 0 est inférieur à 3? Oui, on affiche université de 0. I c'était 0, donc université de 0 c'est ça. Je vous ai dit que pour afficher le compte, on met université de 0. Donc université dans le nom tableau plus l'indice, université de 0, donc on retourne UVS. Donc on affiche UVS espace et on va incrémenter, I devient 1. Est-ce que 1 est inférieur à la taille du tableau? Oui. On affiche université de 1, ça donne U4. Maintenant, I++, I devient 2. Est-ce que 2 est inférieur à la taille du tableau? Oui, parce que la taille c'est 3. Donc on affiche université de 2, UGB, et I++, I devient 3. Est-ce que 3 est inférieur à la taille? Non, donc on arrête. Donc on a affiché les 3 éléments. Voilà, ici, on actualise. Voilà, nous avons UVS, UCAD, UGB. Donc c'est comme ça qu'on parcourt un tableau pour pouvoir l'afficher. Voilà, je pense que c'est terminé pour le chapitre 3. Donc je vous reviens le plus rapidement possible pour les tests de connaissances et le travaux dirigés numéro 3. Merci.